Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Doc du dimanche. On vous emmène à la chasse au trésor aujourd'hui en France d'abord, où l'on trouve un site archéologique tous les 500 mètres, un patrimoine immense, mais aussi une mine d'or pour les pilleurs. C'est muni de leurs détecteurs de métaux qu'ils chassent les vestiges gallo-romains. Comme dans les mers, les pilleurs d'épaves abondent. La situation est encore pire au Pérou, le pays le plus pillé au monde. Le Doc du jour vous emmène à la suite de Thierry, explorateur, fan de Tintin et des cités d'or. Sa quête à lui, en toute légalité, un site Inca que tout le monde cherche depuis 5 siècles. Mais pour un Thierry, combien de collectionneurs et de vendeurs peu scrupuleux, combien de chasseurs d'histoire qui se transforment en pilleurs de tombes? Place à ce doc donc, il est signé Laurent Di. Moi j'aime bien prospecter nuit. Même si j'avais l'autorisation, j'irais prospecter la nuit. Parce que t'es tranquille, y a personne qui vient te faire chier. Moi ça me détend, c'est un loisir. Je prends une petite pelle toute simple. Et le détecteur. Puis il est prêt à l'action. On peut dire qu'ils ont presque une formation d'archéologue quelque part, quoi. Donc un petit peu comme un braconneur a une formation la même que le chasseur, hein. Je veux dire, c'est pareil. Donc ils savent vous chercher. Vous pouvez éclairer au sol. Ça c'est un site. Ça c'est typique gallo-romain. En fait c'est un morceau de tuile. Donc ça c'est la preuve qu'on est sur un site. Ça c'est la preuve qu'on est sur quelque chose, hein. Sur un site tout simplement. Non seulement ils volent des objets, mais en plus ça détruit le site. C'est illégal de faire ça. C'est illégal. Ah bah là je suis un pillard, hein. Ça se voit pas. Non mais je rigole pas, là je suis un pillard. De toute façon j'ai pas le droit de faire ce que je suis en train de faire. De toute façon même 2 jours j'ai pas le droit de le faire. Même si j'avais l'autorisation, j'aurais pas le droit de le faire. Alors qu'est-ce qui vous pousse à le faire? Parce que j'aime bien, c'est mon loisir, voilà, j'aime bien faire tout ça. Moi j'ai toujours aimé chercher des trucs. Depuis que je suis gamin, je cherche. Mais je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de chercher. Un pillage sur leur site, c'est le cauchemar de ces archéologues, à la recherche d'une villa gallo-romaine et d'une tombe gauloise. Ah, c'est bon. Bien joué, Callaghan. Tiens, puis j'ai pris le plan. Donc, tu vois, c'est en face, là. Là où ça a été quasiment autour des arbres, là, tu vois. A priori, cette fois, l'endroit n'a pas fait l'objet de fouilles clandestines avant l'arrivée des scientifiques. C'est déjà ça. Hop, comme ça, là. Mais pendant toute la durée des travaux, l'équipe aura ce risque en tête. Une angoisse permanente. Quelle surface elle fait la zone là? 1 hectare 4 à peu près. Donc ça fait 14 000 mètres carrés. Voilà, donc on va mettre à peu près une dizaine de jours pour le décaper avec une pelle mécanique délicatement. Et puis ensuite il va falloir nettoyer toutes les structures et puis les fouiller. C'est facile à protéger une zone comme ça? Non, c'est facile oui et non, parce que c'est quand même un grand carré, donc c'est concentré, c'est pas un peu éclaté partout. En revanche, c'est grand. Donc là, c'est le genre de site, on ne peut pas mettre un abri dessus. Et puis, on ne peut pas non plus le bâcher entièrement. La brosse à dents viendra plus tard. Pour l'instant, c'est à la pelleteuse que se font les premières fouilles. Si tu veux, on peut essayer de faire sur de largeur, de décapage. Très vite, les premiers vestiges apparaissent. Tiens, ben Aurélie, si tu... Il va falloir nettoyer tu as une espèce d'empierrement là. Bon, je sais pas ce que c'est, mais enfin bon, ça a l'air d'être galop. Il y a un tesson là. Quelques céramiques, les restes d'une clôture. Tout cela sera répertorié avec les positions précises de chaque découverte. Donc toutes ces informations-là seront ensuite utiles et indispensables pour la compréhension du site. Et les objets vont rentrer dans cette réflexion, que ce soit des objets comme de la céramique, mais aussi éventuellement des objets en métal comme des fibules, c'est-à-dire des petites broches.
Or, c'est justement ces petits objets métalliques qui peuvent être repérés par l'ennemi quand celui-ci est armé du redoutable détecteur de métaux. Ça nous est déjà arrivé d'avoir les structures complètement détruites pour pouvoir aller récupérer un objet. Parce que nous, le problème, c'est que ces objets-là, il faut qu'ils restent en place le temps qu'on puisse dégager et puis fouiller. Donc on va pas tout de suite aller les chercher, mais des fois on revient, puis c'est des vrais cratères partout, parce que les gens sont allés faire des trous, percer les niveaux de sol, ça peut être percer des niveaux d'occupation, ou casser des murs pour pouvoir récupérer une pauvre monnaie ou quelque chose comme ça, qui n'aura de valeur, en plus quasiment pas de valeur monétaire, quoi. Franchement, c'est vraiment idiot, quoi, de faire ça. Difficile de lutter à armes égales contre les pilleurs. Pour des questions de moyens, il est impossible de faire garder ce site la nuit. Quant à la clôture qui protégera la zone, elle ne sera installée que dans 2 semaines. On va les remettre dans les mêmes trous. En attendant, un simple panneau est censé dissuader les intrus. Une protection bien dérisoire face au nombre de détecteurs en circulation. 300 000 en France. Pas étonnant, ils sont en vente libre. Celui-ci, par exemple, vous le désolidarisez, ça peut aller dans l'eau ou sous la pluie, sans aucun problème. Pour ceinture, tout ça peut rester dans l'eau. De plus, hop, ça sonne, vous posez l'appareil dans l'eau, ça c'est accroché à la ceinture ici, et vous creusez, et vous pouvez sortir, avoir les 2 mains libres pour creuser et chercher dans l'eau. Boutique spécialisée de Toulouse. Il y en a une 30aine comme ça en France. Voilà, Tout l'attirail pour le chasseur de trésors, l'indispensable et même le superflu. c'est fait que pour les prospecteurs, c'est solide, ça s'appelle une pelle BA04. Vous avez après ce genre d'outils. Là, ça c'est pour les corbières, c'est pour les endroits très rocailleux, c'est le piochon. Vous comprenez bien qu'avec ça on peut pas aller se soulever une terre rocailleuse, on n'y arrive pas. Les piochons travaillent. Et voici le best-seller du magasin, le fameux détecteur. Premier prix 150 € à peine, à la portée de toutes les bourses. Ça marche très simplement. Alors c'est léger parce qu'on reste des heures à balayer avec ceci en bout de bras. Vous avez un petit écran avec une mise en route et vous avez 3 tonalités. Je vais le mettre en tout métaux, 3 modes de travail. Là je suis en tout métaux, ça veut dire qu'il va avoir des sons graves sur les ferreux. Vous allez écouter. Avec indication vue-mètre au-dessus de la barre de curseur. On va passer un petit non ferreux, comme un morceau de plomb. Hein. C'est un objet que l'on trouve en nombre très important dans le sol. Vous voyez la tonalité plus aiguë. Et là, on va rentrer directement dans une tonalité très forte et aiguë avec un son de cloche pour tout ce qui est en forme de monnaie, c'est-à-dire plat et cylindrique. J'ai l'habitude de dire que c'est un ticket permanent du millionnaire, ça. On est toujours en train de gratter. Mais parfois, il faut aider la chance. Si la notice des engins rappelle que la loi interdit toute recherche archéologique avec un détecteur, dans la boutique, en plus de la quincaillerie, on peut trouver de quoi facilement donner un coup de pouce au destin. Vous nous dites pas de recherche archéologique et en même temps vous vendez des cartes archéologiques de la Gaule. Oui, ça permet de sensibiliser les gens. Un prospecteur débutant, il va trouver des objets, ce qu'il va mettre au rencard, dans une boîte à merdouille, comme on a l'habitude de dire, sans savoir ce que c'est, et c'est perdu pour tout le monde, la plupart du temps. Tandis qu'avec ce genre de bouquin, le prospecteur lambda devient prospecteur intéressé et est sensibilisé à l'archéologie. Le fait de sensibiliser les gens à l'archéologie font qu'ils font moins de bêtises, moins de dégâts. Ils sont capables. Alors c'est un inventaire jamais exhaustif puisque ça bouge tous les jours, des communes avec des endroits archéologiques où il faut éviter d'aller, par exemple. Hein, voilà la raison pour laquelle on peut acheter ce livre, pour éviter d'aller sur ces sites classés, qui sont tous classés. C'est un peu hypocrite. On achète une carte pour éviter d'aller sur le site. Et ça marche dans les 2 sens. Ça marche dans les 2 sens, bien sûr. Qu'est-ce que je vous dis d'autre, là? Je sais pas, les gens, ils vous disent on achète la carte archéologique pour pas y aller? Non, jamais. Jamais. Mais dans la famille des fouilleurs de terre, il n'y a pas que les archéologues professionnels ou les pilleurs de tombes. Il y a aussi les détectoristes amateurs. Ils s'adonnent à leur loisir en respectant certaines règles, sans piétiner les cultures, et avec l'accord du propriétaire. C'était bon? Moi, je préfère quand même avoir votre accord, quoi. Que c'était reporté? Ouais. Bonjour, vous allez bien? Ouais. Ok. Bonjour.
Donc on va aller, je crois que vous aviez un terrain tout au fond, là, vers la forêt, là-bas. Ouais, quand vous prenez le chemin qui monte, là, à mi-chemin, voilà. sur la droite. Ok, d'accord. De toute façon, les voitures, on les laisse où il y a d'autres voitures, et puis on y va à pied. Ok. Bah, je vous remercie, bonne journée. Au revoir. Au revoir. C'est un arrêt indispensable, propriétaire? Ah oui, toujours, oui. Puis c'est logique, quoi. On va pas sur un terrain comme ça, incognito, quoi. Il faut demander l'autorisation. Si vous n'avez pas d'autorisation, vous n'y allez pas, ce qui est logique. Laurent a transmis la passion à son fils. 2 à 3 heures de sortie, une fois par semaine à la belle saison. Et pas question de les traiter de pilleurs comme le font certains archéologues qui mettent tous les pratiquants dans le même sac. Je suis pas un pilleur, je ne recherche pas d'objets archéologiques. Je suis pas un pilleur. C'est des champs qui sont labourés depuis, je sais pas, des siècles et des siècles. Y a rien de concret à l'intérieur, quoi. C'est juste... Non, je me sens pas du tout un pilleur, pas du tout. Loin de là. Ça vous met en colère qu'on vous traite de pilleur? Ouais, un peu, ouais. Un peu, parce que c'est une passion, c'est un loisir, quoi. Un peu monotone? Non, on se balade, on est en plein air, c'est bien, c'est impeccable, quoi. Non, pas du tout. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, toi, Eddy? Tu trouves ça monotone? Ah. Qu'est-ce qui vous fait triper le plus? La recherche, le bip? Les deux. L'adrénaline, de savoir ce qu'il y a en dessous mon bip. De savoir ce qu'il y a en dessous mon bip. C'est au moment où ça bip. Au moment où ça bip, comme là. Comme là. Et là, qu'est-ce que vous vous dites? Bah, j'espère que c'est une belle pièce, un beau truc, quoi. C'est surtout ça, c'est ce que je me dis. Qu'est-ce que ça va être? Déjà, la surprise de savoir ce que ça va être, quoi. Un loisir inoffensif, sauf que personne ne trimballe un tel appareil pour trouver des capsules de bière. Bon, y a rien. Avec cette drôle de poêle à frire entre les mains, Laurent finit lui aussi par se prendre pour un archéologue. Dans les champs de labour, il fait des rêves de métal jaune. J'aimerais bien trouver une belle pièce gauloise en or. Alors ça, c'est un truc qui me ferait... je serais heureux. Ce soir, à Muret, on se prépare à rêver en beaucoup plus grand. Les notables du Rotary Club ont invité un explorateur, Thierry Jamin, spécialiste du Pérou. Déjà 15 expéditions en forêt vierge à son actif et une nouvelle en préparation. On a localisé un site archéologique qui paraît hyper important en Amazonie péruvienne. On le recherche depuis une douzaine d'années. On pense qu'on est tombé dessus et on est actuellement en train de rechercher des financements pour organiser, pour monter toute cette expédition qui aura lieu en mai et juin de cette année. Non, c'est Fabienne. La démarche est aussi vieille que le métier d'aventurier. Convaincre le public de donner de l'argent pour le prochain départ. On voit des volets d'escaliers et de l'architecture monumentale qui ne peut correspondre qu'à un site monumental, et en forêt amazonienne, on ne connaît que Paititi. Donc à 95%, mais ça on peut pas le dire, on peut pas l'écrire parce que c'est qu'une conviction pour l'instant. C'est les archéologues des mois à venir qui vont confirmer l'identification du site. Au Pérou, il doit y avoir des centaines, des milliers de sites à découvrir. Le site de Paititi, c'est le plus grand. Il n'y a pas plus grand que Paititi au Pérou, et sans doute en Amérique du Sud. C'est un peu découvrir l'Atlantide. Paititi, c'est un peu une Atlantide engluée dans son océan vert, hein, sans caricaturer. C'est ce trésor caché d'Atahualpa. Mais avant, il faut les faire fantasmer, les notables. Ça tombe bien puisque Thierry Jamin leur promet tout simplement l'Eldorado. Paititi, la légendaire cité des Incas qui cacherait des montagnes d'or. Il parle notamment de 20 000 lamas chargés d'or qui auraient rebroussé chemin, on va dire, vers la forêt amazonienne. Cette soirée-là n'aura pas été très fructueuse. Pas un seul chèque pour le voyage, mais un livre sur l'archéologie de la commune par contre. À chacun ses trésors. Merci. Loin de ses rêves de grandeur, Frédéric de Veuvel, l'archéologue, continue son chantier en Bourgogne. Toujours pas de vraie clôture.
Jusqu'à présent, le site n'a pas été visité, mais le lundi matin, c'est un moment un peu particulier. C'est stressant le lundi matin? Ouais, parce qu'on attend de voir un petit peu comment ça s'est passé le week-end, si tout a été... si on n'a pas eu de visite, s'il n'y a pas eu de grosses intempéries qui ont abîmé le site aussi, ça peut arriver, des orages, des choses comme ça. Et là, c'est plutôt là, effectivement, c'est plutôt pour un problème de visite non permise, on va dire. Les structures sont à présent en grande partie apparentes. La bâche qui les recouvre est plus une protection contre la pluie que contre les visiteurs que redoute Frédéric. Mais pour s'y retrouver dans ce terrain vague, il faut l'œil d'un expert. Ça, c'est le genre de structure là qui attire vachement l'œil parce que comme c'est tout noir, il y a des poteries en surface. Donc c'est le genre de choses que cette semaine on bâchera. Bon bah c'est bon. Soulagé? Ouais ça va, oui. Mais il faut faire ça régulièrement. Parce que des fois on s'aperçoit qu'on peut s'apercevoir qu'une zone a été visitée entre guillemets que plusieurs jours après quoi. Certains archéologues vont jusqu'à piéger leur terrain avec de la limaille de fer pour affoler les détecteurs clandestins, au risque de polluer les vestiges. Frédéric ne l'a pas fait, mais il y a pensé pour ces déblais. Des tonnes de terre retirées du site et qui sont fréquemment visitées. Un des arguments, c'est de dire que comme c'est dans les déblais, ça n'intéresse pas les archéologues, ou comme c'est dans les 30 cm de terre végétale, ça les intéresse pas non plus. Sauf qu'ils oublient un truc, c'est que de toute façon, que ça nous intéresse ou pas, la législation fait que c'est interdit de ramasser sans autorisation du préfectoral. Que ce soit dans 20 cm de terre, que ce soit en structure archéologique ou pas, puisque le principe, c'est qu'eux, ils cherchent des objets archéologiques. Et que ça, il faut une autorisation. Une position de principe qui ne laisse pas beaucoup de place à la discussion. Chaque fouille préventive est une course contre la montre. Dans quelques mois, il y aura ici une carrière de sable. Alors pour gagner du temps, l'archéologue se transforme en détectoriste, même si cela ne lui plaît pas beaucoup. C'est là? Ah, tu vois, je la voyais là-bas, moi. Quand vous passez le détecteur, vous vous dites à chaque bip, qu'est-ce qu'il y a en dessous ou pas? Non, pas du tout, parce que c'est pas... Moi, au bout de 5 minutes, je trouve ça franchement ennuyeux. Parce que déjà, ça fait mal au dos, ça fait mal au bras, et comme au départ, on n'est pas là pour trouver des trésors, donc ça n'a pas... Oui, c'est pas... Pour moi, c'est un outil comme un autre, quoi. Je préfère effectivement fouiller un niveau de sol avec une truelle, et puis ou dégager un bel objet avec une truelle, plutôt que chercher comme ça, parce que là, pour moi, c'est juste après la pelleteuse, mais pas loin, quoi. Ça reste un outil de base, mais sans plus. Efficace, mais presque un peu vulgaire, ces machines, à en croire les scientifiques. Et pourtant, cela a permis à Frédéric de sauver les objets les plus accessibles de la villa gallo-romaine et de la tombe gauloise. Les monnaies, par exemple, particulièrement prisées par la concurrence sauvage. Cette fois-ci, c'est l'archéologue qui les a trouvées. Chaque pièce va pouvoir lui révéler ses secrets. Ça nous permet de pouvoir sortir des éléments de datation, comme ce sesterce. Ça aurait pu être une fibule ou même un clou. Donc là, ici, on a une monnaie du IIe siècle. Du coup, ça nous confirme bien que moi, cette structure-là est de l'époque romaine. Donc on pourrait y faire un sondage complémentaire ou même la fouiller totalement. Si elle avait été prélevée par des pilleurs, ça aurait été plus compliqué de dater, c'est ça? Bah oui, parce que après, si on a si on a autre chose, si c'est que de la tuile ou des choses comme ça qui sont pas assez parlants, c'est difficile d'avoir ce qu'on appelle un terminus post-quem, c'est-à-dire la période à laquelle a été abandonnée la structure. Tous les pays à fort patrimoine culturel sont menacés par le pillage. En première ligne, l'hémisphère sud, où les moyens n'ont pas encore permis de rechercher tous les trésors perdus. C'est le Pérou qui détient le titre peu enviable de pays le plus pillé au monde. Le Pérou, où l'héritage des Incas est encore visible dans les rues de l'ancienne capitale de l'Empire précolombien. Et c'est ici, à Cusco, que Thierry Jamin a élu domicile, au plus près de la cité mythique qu'il traque depuis 10 ans.
Vous êtes chez vous ici, on vous sent plus à l'aise qu'au Rotary Club. Ah bah là, oui, c'est mon pays d'adoption. Et puis on est près du départ aussi. Et puis surtout, on a le financement, on a pratiquement tout de prêt. Donc, et d'abord le financement parce que c'est le nerf de la guerre. Donc maintenant, là, ça y est, c'est bon. Donc, théoriquement, mais ici, rien n'est bon jusqu'au dernier moment. Son appartement est la base arrière pour la mission qu'il prépare. Il vient de rentrer de France avec 160 000 euros. Aujourd'hui, premier briefing. Il ne reste que 2 semaines pour préparer le départ. On va jeter toute la nourriture qui est plus bonne, du style des mayonnaises, du lait en poudre. Il a 40%. Ouais. Ah non, à mon avis moins. À mon avis 20%. Et normalement, je dois recevoir de France 50 kilos de plats lyophilisés pour la deuxième expédition. Il faut qu'on voit tout ça cette semaine, d'ici la fin de la semaine. Après de nombreuses fausses pistes, Thierry pense avoir enfin identifié la zone. En décembre, il a même survolé l'emplacement présumé de la cité. Il pense avoir repéré les traces d'une gigantesque ville sous la végétation. Après 2 ans de palabres, les autorités péruviennes ont finalement été convaincues par Thierry. L'expédition va maintenant pouvoir partir. Nous, on va partir de Cusco au début du mois de mai. On va remonter en 4x4 par le nord, tu vois, jusqu'à Colca, qui est ici, c'est un pueblo. De là, on va abandonner les 4x4 et on va mettre la première logistique sur des mules. Les mules vont continuer avec nous à pied alors on va traverser des cols à 5000 mètres et on va passer en fait de l'autre côté de la cordillère des Andes. Et on va commencer ensuite à descendre dans les vallées pour atteindre en fait le site que Nicole Herbert a découvert en 1979, le site de Mameria. On va déclencher une seconde phase d'opération et mettre en place des moyens héliportés. On va utiliser un hélicoptère depuis Cusco qui va permettre de faire le transfert de l'équipe à cette zone plus au nord où on pense qu'on a localisé quelque chose d'intéressant. Précisément, c'est où ? Alors, on va pas vous le dire de manière précise parce que on va être sûr d'être sur le site dans de bonnes conditions. On n'a pas envie d'exciter les passions, les waqueros de la région. Il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque parce que c'est peut-être le site que tout le monde cherche depuis 5 siècles. Ce qui donne des sueurs froides à Thierry, ce sont les pilleurs de sites. Les waqueros, de l'espagnol waka qui veut dire tombe. Ils sévissent dans tout le pays. Cette équipe vient souvent ici. L'ancien cimetière Inca fait plus de 10 km, mais les seules fouilles effectuées dans cette partie sont clandestines. Ces os qui sont par terre ont été sortis des tombes autour au cours des fouilles précédentes. Les corps ont été déterrés, on les a dépouillés de tout ce qu'ils avaient. On a pris leurs colliers, l'or qu'ils portaient, ou bien encore les amulettes. Pas besoin de détecteur de métaux. Miguel pratique depuis 20 ans avec la même méthode, une pelle et cette sonde qui lui permet de repérer les sépultures. Au bout d'une demi-heure, les premiers ossements sont déterrés. Ça, ce sont des restes du mort. C'est une partie abîmée de son vêtement. C'est une partie du mort. Depuis combien de temps c'est sous terre ? 2000 ans. Ça fait 2000 ans que c'est sous terre. Dans la tombe, les premiers petits objets commencent à sortir. Tiens, viens voir. Des perles de collier, en bronze ou en pierre semi-précieuse. De la turquoise. C'est une tête. Une tête ? La bouche ? Clou de la recherche quelques minutes plus tard, une petite sculpture. Regardez, c'est un petit chien en coquillage. Regarde un peu comme je tremble. Il tremble à cause de l'énergie de l'objet. C'est un animal incrusté de turquoise. Juan et Miguel ne sont pas des collectionneurs. Une fois restaurés, les bijoux seront vendus, probablement à des touristes. Qu'est-ce que vous risquez ? La prison. Qu'ils nous mettent en prison. Et ça vaut le coup ? Valait la peine ?
Bien sûr, parce que nous, on en vit. Si on ne fait pas ça, on n'a pas à manger. C'est la vérité. Ça fait des milliers d'années qu'ils sont là, on est leurs descendants. C'est quand même mieux que ce soit nous qui nous en occupions plutôt que quelqu'un d'autre, non? Mais en repartant, Juan et Miguel nous confient que le risque est en fait plus limité. Au Pérou, la police n'est pas incorruptible. Quelques dollars glissés au bon moment font souvent l'affaire en cas d'arrestation. Thierry Jamin se rapproche encore un peu du but. Il se rend à Puerto Maldonado, une ville qui a poussé en pleine forêt amazonienne. Il vient régler les dernières questions logistiques, s'assurer de la sécurité sanitaire des 30 membres de l'expédition. Dans la jungle hostile, les dangers sont multiples. Des Indiens belliqueux, des serpents, des jaguars. Rendez-vous donc à l'hôpital pour trouver un médecin volontaire. Il y a le médecin et puis qui viendra avec nous et pour savoir si un médecin pourrait recevoir les messages de la télémédecine. Hein, et il faudrait son adresse internet. Le salaire de la peur, ce sera 2 à 3 fois le revenu mensuel d'un médecin hospitalier. À ce tarif, les candidats vont se bousculer. En remontant le fleuve Madre de Dios encore un peu plus loin dans la forêt primaire, le Français va chercher un dernier indice qui va conforter sa théorie. Les Incas sont bien passés par ici. En 98, quand on racontait qu'on allait faire de l'exploration en forêt amazonienne, péruvienne, à la recherche de la présence permanente des Incas, on nous rigolait au nez, on nous prenait pour des fantaisistes. Et puis, en fait, partout où on est allé, on a trouvé la présence des Incas. Thierry vient voir des pétroglyphes récemment découverts, des inscriptions gravées dans la pierre. Le directeur de l'INSC Madre de Dios a découvert près de Puerto Maldonado des pétroglyphes qui paraissent très similaires à ceux sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs années et qui prouvent que les Incas sont allés également dans cette région-là. Et c'est ce qu'on va aller visiter actuellement. Ces fameux blocs de pierre ont été déplacés. À présent à l'abri, ils se trouvent dans cette clairière, au cœur de la forêt amazonienne. Voilà, il y a des pétroglyphes qui sont gravés. Tenemos una figura central que representa un rostro. C'est un visage anthropomorphe. En tamaño menores tendríamos estos de acá. Ouais, il y en a des plus petits par là. Thierry Jamin n'est pas professeur en archéologie. Il a bien fait quelques études, mais cette passion pour les Incas est là depuis toujours. Moi, c'est depuis l'enfance, j'ai toujours été passionné par l'archéologie, le mystère des civilisations disparues. Puis je suis de la génération des mystérieuses cités d'or avec Esteban, Zia et Tao. Et puis un petit peu Tintin également, les mémoires du colonel Fawcett, qui est un Indien, qui est un colonel anglais qui recherchait une cité perdue dans l'Amazonie brésilienne et qui a disparu en 1925. L'expédition partira 15 jours plus tard. Son chef est maintenant convaincu de trouver la cité d'or de Paititi. Ce sont les archéologues du futur, ceux qui vont revenir dans quelques mois ou dans quelques années, qui vont pouvoir confirmer la filiation culturelle de ce site. Mais personnellement, on est sûr à 95% qu'il s'agit de Paititi Eldorado. Au Pérou, tout le monde ne croit pas au rêve de l'aventurier français. Guillermo Lumbreras est le premier archéologue péruvien formé dans son pays. Un monument à lui tout seul. À l'entrée des sites archéologiques, les guides veulent se faire photographier avec lui. Pour ce scientifique, l'Eldorado que recherche Thierry Jamin est une invention romanesque. Queda el mito
Le mythe du grand Paititi est tenace, mais c'est une légende. Il y a beaucoup de gens qui ont consacré leur vie à le rechercher. J'en connais au moins 20 qui cherchent le grand Paititi. Et à chaque fois, ils disent que c'est derrière la prochaine colline. Mais bien sûr, ils n'y arrivent jamais. L'avantage, c'est qu'ils trouvent d'autres sites archéologiques. Mais Paititi, c'est de la fumée. Ça n'existe pas. Le véritable trésor archéologique du Pérou aurait déjà été trouvé. Il s'agit du Machu Picchu. Cette cité oubliée, redécouverte en 1912, est classée depuis au patrimoine mondial de l'humanité. Au cours des siècles, tout le monde s'est servi ici. Des conquistadors jusqu'à l'américain Hiram Bingham, qui l'a remise à jour et qui a rapporté des centaines de céramiques vers les États-Unis. Ces objets, le Pérou demande toujours leur restitution. Depuis le début des années 2000, le pays semble avoir pris conscience de son patrimoine et de l'urgence qu'il y a à le protéger. Mais la lutte contre les huaqueros est loin d'être évidente. Le problème, c'est ceux qui le font pour l'argent. Parce qu'il y a de grands collectionneurs et des trafiquants. Et en général, il faut distinguer les collectionneurs des trafiquants, mais parfois ils se confondent. Tout cela finance des campagnes de recherche et de pillage. Mais le problème, c'est qu'ils vont détruire une centaine d'objets pour en sortir un ou deux. Les spécialistes du Pérou estiment que 20 000 pièces archéologiques quittent chaque année le pays. Et même lorsqu'ils restent sur le territoire, ces objets n'enrichissent pas forcément les musées, mais bien souvent les collections privées. Celle d'Enrico Poli, par exemple. Depuis des années, cet Italien a amassé chez lui une incroyable quantité d'objets. Un musée très privé qu'il fait visiter sur demande. Il y en a jusqu'au plafond. Toutes ces pièces ont été réalisées par des artistes indigènes, il y a longtemps. Alors forcément, ici, il y a une place toute particulière pour l'art précolombien. Moche, Inca, certaines de ces céramiques ont plus de 2000 ans. Ces pierres, on les a toutes trouvées sur le même site. Il y a à peu près 35 ans, quand je travaillais dans les mines. On était en train d'ouvrir une route et ces pierres sont sorties. Mais elles ont été cassées par le bulldozer. Elles datent d'avant Jésus-Christ. Elles ont facilement 2000 à 2500 ans. Enrico Poli ne s'en cache pas. La plupart de ces céramiques ont été déterrées illégalement, pillées par lui-même ou achetées à des huaqueros. Le clou du spectacle vient tout à la fin de la visite. 2 salles entièrement consacrées à l'or. C'est chez lui à domicile qu'est exposé le célèbre trésor de Sipan, le Toutankhamon péruvien. La tombe de ce seigneur Moche a été percée par des pillards en 1987. Enrico Poli leur a acheté la moitié des pièces et pas des moindres. Sans lui, elles seraient parties à l'étranger, se défend-il. En les déclarant, il leur a donné une existence légale. Tous ces objets, vous dites qu'ils sont légaux aujourd'hui, mais ils ont une origine douteuse. Tout le monde est comme ça. Tout le monde fait pareil. Vous, lui, moi, on est tous pareils. Des masques incrustés de turquoise, des colliers en or pesant 4 kilos chacun, 200 objets exceptionnels. Le rêve de tous les chercheurs de trésors, lors d'une civilisation disparue il y a 1500 ans. Donc là, il y a de la gauloise. Évidemment, en comparaison, la collection du pilleur noctambule français fait un peu pâle figure. Sur sa table, des fibules antiques en bronze et des monnaies anciennes. Ce qu'il y a beaucoup dans le coin, c'est du gallo-romain. Ça, c'est vraiment... Par chez nous, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve beaucoup, quoi, en fait. Ça, c'est des pièces... C'est des pièces gallo-romaines qu'on trouve dans le coin. Mais toute la collection n'est pas là. En France, on cache ces trésors plus qu'au Pérou. Le fantasme de pas mal de détecteurs, c'est de trouver de l'or. Ça vous est déjà arrivé? Je vais vous dire, j'ai trouvé une vingtaine de pièces en or, sans problème. Le plus gros objet que vous ayez trouvé? C'est une petite statue de Dracus, gallo-romain. Ouais, elle fait à peu près ça, très jolie.
Forcément, des objets comme ça ne se trouvent pas complètement par hasard. Pour augmenter ses chances, il recherche lui-même des sites encore inconnus des archéologues. Moi, j'ai une pratique, elle est toute simple. Je vais dans les villages et je demande l'histoire du village. Moi, j'aime bien, tu sais, quand je prends des feuilles, j'étale tous mes papiers. Après, je reprends les lieux. Et généralement, je souligne, parce que j'ai des photocopies, tu vois. Et je reprends tous les mots, tous les noms, tous les lieux et tout ce qui peut ressortir de la feuille. Ça veut dire que pour trouver des choses intéressantes, il suffit pas de balader le détecteur. Non, non, non. Il faut chercher. Tu trouves pas quelque chose comme ça sans chercher. Sur ces cartes-là, par exemple, alors ce qui est intéressant, quand on cherche, alors déjà on cherche les hauteurs, les fonds de vallée. Les fonds de vallée, c'est intéressant parce que en fond de vallée, les Romains ou les Gaulois, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Ce pilleur aimerait bien signaler aux archéologues les sites sur lesquels il passe avant tout le monde. Comme beaucoup de détectoristes, il rêve d'une collaboration avec les scientifiques. La réponse des archéologues ? Des piquets et une clôture pour fermer leur site de recherche. Pas question de travailler avec ceux qui les privent d'informations. Pas confiance. C'est bon? Vous aurez fini vers quelle heure, vous savez, à peu près? À l'entourage, hein? Ouais. Ah, demain matin. Demain matin, ok. Attendez. Ah, mais je me renseigne. Ok. Vous avez mis tous les pieux, déjà? Ouais, bah c'est impeccable. Très bien. Demain matin, c'est pas fini, ça. Super, ok. Et on peut facilement passer, là. Oui, mais... oui, bien sûr, mais bon, le principe, c'est d'avoir une limite, une marque physique. Voilà. Qui montre que si on passe cette limite-là, on outrepasse une propriété ou une zone de fouille. Donc si on chope quelqu'un de l'autre côté, c'est qu'il aura forcément fait exprès. Donc voilà, c'est pas fait effectivement pour empêcher les gens de passer au sens, on n'a pas mis des barbelés non plus. Puis on a quand même un devoir aussi, s'il y a des gens qui se promènent le dimanche qui veulent voir à quoi ressemble un site archéologique, faut pas non plus que ça ressemble à un corps tranché non plus. Pour l'instant, Frédéric de Vevey n'a pas eu de visite. Ni de jour, ni de nuit. Mais même sans voler d'objets, les pilleurs perturbent le travail des archéologues. Démonstration, ce matin-là, l'une des équipes découvre un bijou extraordinaire dans une tombe. Un collier gaulois en bronze. Pour les archéologues, sa valeur ne s'estime pas en euros. Avant de l'exhumer, ils doivent prendre un luxe de précaution. Les informations, on va les chercher ici. La connexion entre la mandibule et le crâne, c'est ici qu'on l'aura. La connexion entre les os qui ont peu bougé, c'est ici qu'on les aura. Donc prendre ce torque, c'est une vraie détérioration d'un site archéologique. Ah oui, parce qu'on ne comprendra rien déjà sur cette sépulture. Et comme cette sépulture va nous permettre de comprendre les autres au fur et à mesure parce qu'elles s'interconnectent, et ben ouais, on gâche tout, quoi, si je puis dire comme ça. Il y aura une grosse perte d'informations à cet endroit qui se répercutera sur la sépulture et ensuite sur l'organisation du site et du tumulus sûrement. Sauf qu'en fin de journée, ils doivent se résoudre à le retirer avant d'avoir fait toutes les observations nécessaires. Il n'y a que ça que ça va... Ouais, je pense qu'il n'y a que ça qui va bouger. Qui va bouger. C'est un crève-cœur, mais le risque est trop grand. On est obligé de le sortir parce que pour certaines personnes, il a une valeur pécuniaire, quoi. C'est-à-dire que ça se revend sur eBay, par exemple? Je suppose que ça se revend bien sur eBay, ouais. Donc du coup, nous, on est obligé de le retirer parce qu'il a une valeur pour des gens et au risque de louper des informations sur la sépulture, quoi. Pour nous, c'est sûr que les os qui restent, même si elle est mal conservée de cette sépulture, ont autant de valeur que ce torque-là, mais on est obligé quasiment de faire le même geste que les pilleurs pour pas se le faire enlever ce soir, quoi. Mais la Terre n'est pas la seule à receler des trésors. Les fonds marins sont même plus riches que les campagnes. Cela ne fait qu'une 60aine d'années que l'on recherche vraiment sous l'eau. Un terrain idéal pour les chasseurs d'épaves.
Depuis quelques années, le matériel de recherche est à la portée des petites associations. Celle-ci, par exemple, a investi dans un magnétomètre, un appareil qui détecte les masses métalliques. Un travail d'inventaire, dans les règles, pour le compte de l'État, puisque chaque découverte doit être validée par des archéologues spécialisés. Aujourd'hui, ils doivent en plus vérifier l'état d'une épave, au large de l'Orient, à quelques encablures de l'île de Groix, un sous-marin allemand qui pendant longtemps a été protégé par le monde du silence. Juste après, que je me repère juste après, ici, t'as la gamelle que tu veux voir. Il devrait être là, c'est couché, il est un peu couché sur le côté. Et tu essayes de faire un gros plan sur les pattes de support de cette gamelle, de manière à ce qu'on voit si c'est un découpage à l'arc électrique. À l'arc. On va voir, c'est ça, à la torche de découpage, ou alors si c'est à la scie, ou alors si c'est simplement de l'arrachement de métal. Si le métal est très fin, c'est de la corrosion. Mais depuis sa découverte en 82, il est devenu le rendez-vous des plongeurs, surtout pendant la dernière décennie. Depuis que les appareils de navigation, maintenant les GPS, permettent de venir facilement sur le point, et que tout le monde dispose du point géographique, elle est visitée en permanence. Les week-ends, là, on est les premiers aujourd'hui. Dans une heure, il y a 25 plongeurs ici. Là. Je ne sais pas si on peut l'assimiler à du pillage, parce que c'est un plongeur va à un endroit, c'est un peu le japonais qui arrive dans la tour Eiffel et puis qui se fait photographier. Donc il va à un endroit, il ramène un petit truc, il dit voilà, ça vient du sous-marin de l'Orient, le U-171. Multiplié par 100. Et multiplié par le nombre de plongeurs, quoi. L'épave repose par 40 mètres de fond. Le U-boat 171 a été coulé en 1942 par une mine. Pour ces passionnés, il peut largement revendiquer le titre de trésor archéologique, même s'il se dégrade rapidement. La mer fait son œuvre, mais les visites fréquentes des plongeurs aussi. En quelques années, pas mal d'objets ont disparu. Le canon de 105 est toujours là, mais la pièce anti-aérienne a été dérobée. Un peu plus loin, voici l'un des rares obus qui restent, alors qu'il y en avait des dizaines auparavant éparpillés sur le fond. Même l'intérieur a été passé au crible. Des plaques d'identification ont disparu, des effets personnels, des instruments de navigation. Il est pourtant interdit d'y pénétrer car il reste des ossements à bord. Le navire est considéré comme une sépulture militaire. Encore une tombe. C'est dans cet entrepôt du ministère de la Culture près de Marseille que sont stockées les pièces qui ont échappé aux pilleurs des mers. Les rayonnages débordent d'amphores de toutes époques et de toutes formes, en attendant d'être étudiés ou tout simplement envoyés vers un musée. Donc celle-là, il faut la mettre à 3B4. Mais à côté des pièces remontées par les archéologues, il y a aussi toute une série d'objets récupérés au fil des enquêtes contre le pillage. Lors d'une saisie comme celle-ci, qui nous a occupé plusieurs jours de suite chez un certain nombre de particuliers, on a trouvé de tout, depuis l'amphore antique, des éléments de poterie, de la vaisselle du XVIIe, de la vaisselle du XVIIIe siècle. On a trouvé des bronzes du XIXe, des hublots, on a trouvé des canons, on a trouvé des fusils, on a trouvé des instruments de navigation. L'état de conservation n'est pas toujours bon. Oui, je pense que c'est mieux de laisser ici. Surtout pour les articles en métal. Quand on récupère l'objet, bien souvent, il n'y a eu aucune mesure de conservation et de restauration qui a été adoptée. Il faut comprendre que quand on est dans les milieux immergés, des objets qui ont séjourné très longtemps sous l'eau, on est quasiment devant la chirurgie de champ de bataille. Chacun des objets, pratiquement, a besoin d'un traitement. Si vous ne lui appliquez pas un traitement très immédiatement, de manière très rapide, en sachant exactement ce qu'il faut faire, vous le condamnez peut-être très vite. Sur des objets comme celui-ci, vous avez ici par exemple un canon qui a été prélevé par des gens qui n'avaient pas le souci d'en assurer la conservation. Initialement, ce canon devait être magnifique. Magnifique, on le voit encore, les moulures sont parfaitement conservées. Regardez, après qu'il ait séjourné plusieurs mois à terre sans aucun traitement adapté au traitement de la fonte de fer, il perd sa peau, il est en train de disparaître. Ça, c'est un objet qui n'est plus récupérable. Depuis quelques années, le département des recherches archéologiques sous-marines s'est engagé dans une lutte contre les trafiquants. Son directeur commence à connaître parfaitement les habitudes de ses adversaires. Il y a différents types de marchés. Il y a le marché, je dirais, du voisin, le copain, l'ami, le type qu'on connaît, à qui on va en sortir une d'amphore, on va lui donner.
Après, il y a un petit marché, je dirais, local. C'est-à-dire, on va vendre à un antiquaire qu'on connaît, qui va le vendre à un autre, et ainsi de suite. L'objet disparaît comme ça. Après, effectivement, on arrive à des pillages plus conséquents, en groupe organisé, qui, eux, ont des produits de leur pillage qui sont importants. On peut pas non plus... Alors là, c'est plus compliqué. Et donc, on se met en réseau. Internet est souvent utilisé comme voie d'évasion. Ça, c'est assez fréquent. On en a trouvé sur des sites de vente aux enchères qui sont relativement connus. Mais aujourd'hui, on le trouve sur des blogs très rapides, des chats de plongeurs, où des objets vont s'échanger dans la journée. À l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, on reconnaît que les enquêtes touchant l'archéologie sont parmi les plus difficiles. Contrairement au vol de tableaux, statues, meubles anciens, autant d'objets qui ont chacun un pédigré. C'est celui-là là que tu recherches, hein? Celui-là. Ah oui. Un objet donc a une histoire, il a été recensé, il appartient à une famille, il y a des certificats de vente pour certains parce que des objets prestigieux ont eu plusieurs propriétaires. On l'a vu dernièrement dans la vente Yves Saint Laurent, donc dans le catalogue des ventes, on voyait successeurs, bon, vendu pas. C'est des objets qui ont une histoire qu'on peut tracer. Donc ça c'est extrêmement facile. L'archéologie, on n'a pas cette facilité donc de pouvoir prendre une photo parce que ça a appartenu auparavant à une autre famille. C'est extrait du sol, ça vient de tombes ou autre, et c'est mis de suite en vente, alors soit sous le manteau, soit par le biais de marchands peu scrupuleux, ça arrive aussi. Hein. La conclusion de certains archéologues, c'est que dans la bataille contre les pilleurs, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Ils fourbissent donc leurs propres armes. Ces deux hommes sont en train de préparer la contre-attaque, une protection absolue contre les détecteurs de métaux. Après des années de travail, la parade électronique contre ces machines infernales est presque prête. Voilà enfin le brouilleur de détecteurs. Donc vous avez protégé où là? Tout le site? Il y a 4800 mètres carrés exactement qui sont... Comme c'est un site de test, on a fait des essais de façon à ce qu'il n'y ait pas de lacunes. Partout sur les 4800 mètres carrés, qui représentent 2 bons tiers de ce terrain, où que passe un détecteur, il est récupéré, brouillé, l'appareil fait son travail. La boîte est encore une boîte provisoire parce que la version définitive sera entièrement noyée dans la résine, de façon à être à l'abri de toute agression. Ce n'est encore qu'un prototype, mais ils espèrent pouvoir distribuer le boîtier magique dès l'année prochaine. Pour l'instant, pas question d'en dire trop. Comme utilisation, on émet des champs magnétiques maintenant, vous expliquez le principe exact, ça fait partie des secrets de fabrication de l'appareil. Il n'émet aucun signal, il est absolument latent, il faut vraiment que quelqu'un vienne avec un détecteur et allume son détecteur, il se promène quelque part par là, le détecteur est allumé, il prospecte tranquillement. Voilà, mon détecteur est retenu depuis fort longtemps, j'espère qu'il marche encore. Évidemment, je m'en sers pour faire des essais et non pas pour... Voilà, donc. Voilà un brouillage. Alors évidemment... Où est la monnaie? Où elle est? Il y en a une, mais... Alors là aussi c'est aléatoire et ça peut durer 30 secondes, ça peut durer 1 minute. Au bout de 3 brouillages, le petit boîtier envoie un SMS qui signale l'intrusion. Ah, j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu un message. Détecteur D2M. C'est le nom de l'appareil. C'est celui-là? Voilà, continue plus bas. Alerte, oui, brouilleur actif. Voilà, brouilleur actif, ça veut dire qu'il a brouillé un détecteur. Ouais. C'est exactement l'arsenal qu'attendait l'association Alto Pillage. Plusieurs services archéologiques régionaux seraient déjà intéressés. Il ne reste plus qu'à se mettre d'accord sur la façon de l'utiliser. On va jamais vraiment dire où on va les mettre, mais on va quand même signaler de temps en temps, on en a mis un dans la région ici, on en a mis un dans la région là-bas. Et on espère que ça va dissuader les gens de sortir avec leur détecteur de métaux. Certains archéologues, même conservateurs de région, m'ont dit, au contraire, eux, verraient bien un panneau qui avertisse bien les gens. S'ils pénètrent sur le terrain avec un détecteur de métaux, ils seront brouillés, leur signal sera capté et l'alerte sera donnée aux autorités. Prochaine riposte prévue dans le camp adverse, avec peut-être la carte de France des brouilleurs de détecteurs. Chez les chasseurs de trésors, la guerre ne fait que commencer. Moi je pense que quand on en aura distribué, je sais qu'il y a des collectivités qui vont s'emporter acquéreurs.
Il y a beaucoup d'archéologues qui ont fait des demandes et je pense que quand on aura équipé, par exemple, dans un département, quelques 5 ou 6 sites, il y en a qui La semaine prochaine, on vous parle de remèdes anti-crise dans le doc du dimanche, qu'ils troquent, qu'ils donnent, qu'ils échangent. Les Français redécouvrent en ce moment la solidarité. À suivre dimanche prochain. Très bonne semaine sur France 5.